le périmètre des indés radios, en fait, il fluctue en fonction des entrées et des sorties de radio. Généralement, il y a plutôt des entrées en fait, que des sorties. Là, on a en fin d'année une sortie, qui est celle de Nova et de la station qui lui est associée de TSF. On a eu en cours d'année quelques entrées aussi. Voilà, bon, c'est un peu la vie naturelle du groupement. On compte 123 radios aujourd'hui. On était peut-être 125 l'an dernier, mais il y a des stations qui se regroupent, qui font des syndications de programmes. Donc 2 enseignes deviennent une enseigne. Pour le GIE, ça fait une radio de moins. Il y a une particularité pour les radios indépendantes, c'est que au niveau de la RNT, elles peuvent bénéficier de l'existence du groupement. Parce qu'en fait, dès lors qu'elles allumeraient un émetteur RNT et qu'elles auraient des auditeurs sur cet émetteur RNT, elles auraient un revenu en même temps. Quand bien même il y aurait peu d'auditeurs, il y aurait de toute façon un revenu qui est proportionnel au nombre d'auditeurs. Donc pour des stations indépendantes qui démarraient de zéro, dès lors qu'elles atteignent le seuil de 3000 auditeurs, elles peuvent rentrer dans le groupement et bénéficier de revenus. Et en fait, là aussi, elles bénéficieraient de revenus à partir d'une audience très très modeste, parce que 3000 auditeurs par jour, c'est vraiment très modeste. Elles bénéficieraient de revenus dont elles ne pourraient en aucun cas bénéficier en tant que station si elles allaient se commercialiser toutes seules. Ça induit un modèle économique pour la RNT qui est peut-être inattendu finalement, parce que nous, on a fait le groupement pour la radio qui existait à cette époque-là, donc qui était analogique. Mais en vérité, c'est un groupement qui fédère surtout des auditeurs. Qu'ils viennent d'Internet, de la radio analogique et demain de la RNT, ce sont toujours des auditeurs. On mesure avec Médiamétrie l'ensemble des auditeurs et nous, on rémunère l'ensemble des auditeurs d'où qu'ils viennent. Donc ça n'a pas d'incidence en fait pour nous que ça vienne de la RNT ou pas. On sait simplement qu'une radio qui va allumer un émetteur RNT, si elle voit son audience augmenter, elle verra ses revenus augmenter. On ne sait pas forcément, à moins de faire des études complémentaires, par quel support les auditeurs ont écouté une radio. Nous, on pense quelque chose d'assez simple, c'est que la radio numérique terrestre, c'est le sens de l'histoire, tout devient numérique sur la planète, donc peut-on laisser de la radio durablement analogique? Ça nous paraît tout à fait illusoire. Peut-on ne pas faire la RNT et confier la diffusion de la radio à des tiers via Internet? C'est autant dire, c'est multiplié par 1000 le nombre de CSA privés qui nous diffuseraient pas, nous mettraient sur des plateformes ou pas, etc. Donc c'est très très dangereux. Donc nous, on ne veut pas laisser un vide qui consisterait à laisser la radio du futur sur ce qu'on appelle l'IP, c'est-à-dire voilà, Internet, enfin tous ces canaux-là. Donc c'est très important qu'il y ait ce vecteur de la radio numérique qui est finalement un accès très puissant, où il n'y a pas de problème de débit, qui est gratuit, qui est anonyme, c'est la vraie radio. À côté de ça, si des opérateurs ne veulent pas être candidats, qu'ils ne soient pas candidats. Mais en aucun cas, on peut interdire aux autres d'être candidats. Et la loi française, en fait, elle est très simple là-dessus. La communication est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un CSA, il doit organiser cette liberté, non pas la restreindre. Donc il ne peut pas garder par devers lui des fréquences qui seraient disponibles, avec des candidats qui seraient existants, avec des récepteurs de radio qui existent aussi, c'est-à-dire qu'on a toute la chaîne et justifier que non, finalement, ils ne vont pas finaliser quelque part, parce que finalement c'est ça, finaliser des attributions de fréquences. Ça ne tient pas la route sur un plan juridique, et je pense que sur un plan historique, il faut être très très prudent. La démarche en plus qui a été reprise par le CSA de lancer un processus sur 20 villes, elle est très intéressante parce que c'est une démarche assez modérée. Est-ce que l'absence de leur programme est quelque chose de nuisible? Là, je pense qu'ils sont en train de rater une étape, la même qu'en 1981, où je vous rappelle que RTL, Europe 1, RMC n'étaient pas en FM. Ils ne voulaient pas aller en FM. Ils ont eu une séance de rattrapage, parce qu'apparemment, ils ont des jokers, ce qui est tout à fait inadmissible d'ailleurs. Hein. Mais bon, donc ils n'y étaient pas en FM. Ils font la même chose aujourd'hui. Il n'y a qu'un opérateur de plus, c'est Groupe Énergie, mais finalement qui peut-être est dans une ambiance un peu... Voilà, ils ne sont peut-être pas dans l'actualité du coup. Donc, ils refusent d'aller sur ce vecteur, mais ils ont oublié qu'en face d'eux, il y a 150 radios indépendantes qui font 150 programmes. Dans ces 150 programmes, il y a plein de programmes très variés. Ils sont intoxiqués par leur propre discours. Ils ont un discours qui consiste à dire « les radios indépendantes sont des clones d'énergie ». Je schématise parce que bon là, mais c'est ce qu'on a souvent lu dans la presse. C'est un discours extrêmement prétentieux. Il est faux. On travaille aujourd'hui sur le programme de la station. Il y a eu un changement important en début de saison
avec l'obtention de la fréquence sur Paris, on est passé d'un bassin de population de l'ordre de 7 millions d'habitants à un bassin autour de 20 millions, un peu plus de 20 millions d'habitants. Donc c'est un changement important. On a bougé beaucoup de choses dans les programmes, pas forcément à bon escient parce qu'on a eu des mauvais résultats, mais il fallait de toute façon tirer un trait en fait, sur le passé. Il fallait qu'on fasse muter cette station. C'est une station un peu comme RTL où la moitié des auditeurs ont plus de 60 ans. Nous, on souhaite avoir des auditeurs dont la tranche d'âge tourne autour de 40 ans, plus féminin que traditionnellement cette radio. Donc c'est une mutation très très importante et c'est pour ça que dans les audiences d'aujourd'hui, on voit des chiffres pas très satisfaisants. On regarde un peu sur le marché ce que vaut cette radio, ce que pèse cette radio. Dans toute entreprise, chaque année, nos commissaires aux comptes nous demandent d'évaluer le poids que représentent les filiales. Est-ce que la valeur qui est inscrite dans les comptes pour une filiale, est-ce que c'est la vraie valeur? Et nous, on s'est dit à un moment donné, on va regarder sur le marché qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est vrai que ça a généré en fait des appétits. Donc on verra, on réfléchira à partir de là à ce qu'on veut faire. Mais on n'a arrêté aucune décision aujourd'hui dans cette direction-là. Et je serais tenté de dire que toute entreprise est toujours à vendre, en vérité. Donc c'est un phénomène assez naturel en fait, qu'on rencontre aujourd'hui dans le cas de figure de Sud Radio.